Dernière séquence donc de cette avant-dernière séquence de cette journée. On va présenter 4 projets. Des projets que certains sont anciens, Pascal le disait tout à l'heure, et ont déjà été identifiés par vos soins. Certains sont nouveaux. L'idée, c'était de regarder un petit peu ce qui pouvait se faire, ce qui était pertinent. C'est un premier jet de projets remarquables du territoire. D'autres seront montrés, et Pascal Francisco le précisera tout à l'heure dans la continuité de cette réflexion pour les 2 ans à venir. On va commencer avec l'îlot Arc de Triomphe à Saintes. Et j'appelle à la tribune Muriel Perrin et Armel Tauzé et Thibaut Babel qui sera avec nous en visio. Bon, peut-être Armel Tauzé. Vous n'étiez pas à la CEMIS lors de cette opération, mais je sais que vous avez fait à la fois de l'archéologie dans les dossiers et que vous êtes allé enquêter auprès de vos collègues. Qu'est-ce que ce projet, qu'est-ce que c'est que ce projet quand même un petit peu particulier pour la CEMIS? Est-ce que vous pourriez nous dire en tant que maître d'ouvrage comment vous l'envisagez? Mais oui, il vaut mieux que prendre le micro, effectivement, oui. Je vous en prie. Voilà. Bonjour. Effectivement, moi je suis arrivée, le projet était déjà terminé, les locataires, puisque la CEMIS et bailleurs sociaux étaient dans les logements déjà depuis quelques années. On parle d'un projet où les locataires sont là depuis plus de 20 ans. Dorénavant, donc là, c'est pas tout à fait habité demain, c'est habité hier ou aujourd'hui. C'est un projet qui a été très porté par la SEM et qui a aussi été très porté évidemment par la ville. On était sur une opération qui a fait l'objet d'une concession d'aménagement avec la commune et qui a pris quasiment presque une génération entre sa conception et son aboutissement. On était sur une opération où on était sur un secteur. Donc, alors, j'ai entendu ce que disait monsieur. Donc, on est dans la Charentaise à peu près. Hein, c'est donc vraiment plutôt sur le secteur détendu de la Charente, mais on est aussi au bord de la Charente, sur un secteur qui est l'hypercentre et le centre historique de la ville de Saintes, avec des contraintes et des constats qui avaient été faits par la collectivité à l'époque, où c'était de l'habitat très ancien, qualifié d'insalubre, à proximité d'une zone inondable. La moitié de la superficie, on est à plus de 6000 m², était composée d'habitats insalubres. Donc la demande était de faire revenir des habitants dans ce secteur-là. Et ça a commencé par ce constat, et donc la demande a été d'abord de faire une maîtrise foncière de ce secteur-là. Ça a représenté plus de 3 années d'acquisition, presque une 50aine d'acquisitions à réaliser. Il n'y a pas eu d'expropriation, c'était uniquement des opérations de gré à gré. Et dans un deuxième temps, la collectivité a souhaité donc engager un projet, un concours d'idées qui est le concours Europan, qui a été donc gagné par l'équipe de M. Thibault, qui va vous en parler. BNR Architecte, oui. Voilà. Et ce qui est particulier sur cette opération, c'est que ceux qui ont remporté le concours d'idées ont été aussi les maîtres d'œuvre de l'opération. Et donc, ont suivi. C'est l'esprit d'Europan, l'opération. C'est l'esprit d'Europan que les jeunes professionnels qui font de jolis projets puissent les réaliser. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est exactement ce qui s'est produit. Et le sujet était donc à la fois de résoudre l'insalubrité, de résoudre la question des habitats qui étaient très dégradés sur l'opération. La conception, je laisserai l'architecte vous le redire, ou l'urbaniste aussi, m'a été de garder, et c'est ce qui fait la particularité de l'opération, une forme urbaine qui est très particulière, qui est très dense, avec des venelles, je ne sais pas si vous le voyez sur le... Voilà. Qui date en fait d'une conception qui était, je ne sais pas si elle était romaine, mais elle datait au moins d'un parcellaire qui ressemblait à celui qui pouvait exister au Moyen-Âge. Et par contre, le besoin était d'aérer ce cœur d'îlot. Les choix qui ont été faits étaient de conserver donc sur toutes les façades de rue un habitat assez dense et d'essayer d'aérer les parties centrales. Le choix derrière qui a été fait, c'est de
prévoir des logements plutôt collectifs sur toutes les bandes. Donc voilà, vous retrouvez là, c'est les constructions neuves faites par le cabinet architecte. Des constructions collectives neuves assez denses sur tout ce qui est façade sur rue, et sur l'intérieur de l'îlot, plutôt des pavillons qui sont, donc là c'est des détails de pavillons avec jardin, sur des formes très très allongées, avec des accès qui ne sont pas des accès auto. Donc on est aussi sur des circulations très piétonnes dans le quartier. Le total, alors pour vous donner quelques chiffres, ça représentait, c'est pas une très grosse opération, c'est un peu emblématique, mais on est vraiment sur quelque chose qui est un peu de la couture. Hein. Donc le nombre de logements construits, c'est pas plus de 65 logements. La moitié à peu près de ces logements-là, c'est du logement locatif social, et l'autre partie a été de la construction pour de l'accession à la propriété. Donc en cœur d'îlot. Voilà, par exemple, l'image que vous voyez là, ce sont des pavillons, donc des maisons individuelles en accession à la propriété. À ma connaissance, depuis une vingtaine d'années, qui n'ont pas subi beaucoup de revente. Voilà, c'est des opérations qui sont assez stables. C'est une situation très particulière et un peu exceptionnelle d'avoir une maison avec son jardin en plein cœur de la ville, protégée. C'est des endroits que les urbanistes ou les architectes aiment bien arpenter un petit peu. Ce qui surprend à chaque fois, c'est le calme, évidemment, dans ce quartier-là. Parce que le bâti autour fait tampon. D'abord, en fait, il y a ça isole un peu du bruit, puis on est assez loin de rues qui ne sont pas passantes. Donc on a un certain calme, effectivement, dans l'utilisation ou l'habitation. On entend les oiseaux. Voilà. Bien, merci. Est-ce qu'on a retrouvé notre architecte, ces messieurs et dames de la technique? Je ne vois pas grand monde me répondre, donc je suppute que c'est non. Non. Bon, on a bon espoir ou alors on abandonne? Il y a un petit peu d'espoir? Un tout petit espoir. Ok. Bon, écoutez, on va faire au mieux, et je vais essayer peut-être de porter un petit peu peut-être sa voix en son absence. Ce qui avait été particulier pour lui en tant que maîtrise d'œuvre, ce qu'il me disait, et on peut concevoir que c'est pas forcément toujours réplicable. C'était justement ce concours européen qui avait permis une gestation dans la conception plutôt longue, peu habituelle, puisque de s'en souvenir, c'était une dizaine d'années. Donc vous, il avait fallu, le concours, l'approche, qui était une approche territoriale, consistait à un remembrement de l'ensemble des parcelles. Vous le disiez, vous avez racheté à une cinquantaine de lots pour refaire un foncier et pouvoir le travailler. À l'intérieur de ce foncier, il a fallu d'abord détruire tout un tas de bâtiments de mineurs et de médiocre qualité, mais qui ont servi aussi, dont les matériaux ont pu servir pour réhabiliter et rénover le bâti qui a été rénové. Donc on faisait déjà du réemploi. C'est aussi pour ça qu'on a montré ce projet, parce qu'il y avait plein d'enjeux en fait. Il y avait des enjeux de réhabilitation d'un bâti dégradé, des enjeux également d'altimétrie qu'il fallait rééquilibrer, puisqu'on était en zone inondable. Complètement. Il y avait des enjeux de mixité programmatique en termes de produits, du logement social, racheter du logement, le réhabiliter, en construire pour faire du logement social, et également de l'accession. Et il y avait également l'idée de conserver de pouvoir traverser aussi cette opération, puisque ces espèces de petites sentes, ces petits passages, ces petites venelles sont accessibles pour tout le monde. Donc voilà. Et ce que disait Thibault Blablet, donc je crains que nous n'entendions ni la voix, on a vu son visage, mais c'est tout. Ce qu'il disait, c'était que justement cette particularité ce contexte de la commande, ce temps qui avait été pris, et puis le fait aussi que tout le monde ait souhaité finalement faire aboutir ce projet. C'était certes beaucoup de travail pour tout le monde, mais c'est aussi comme ça qu'on fait des projets un petit peu complexes. Donc c'est sûr que c'est dans la vraie vie, entre guillemets, c'est toujours compliqué d'être absorbé comme ça, de mettre autant d'énergie dans un projet, mais en même temps c'est aussi comme ça qu'on se rend compte qu'on peut faire les choses. Donc c'est aussi pour ça qu'est fait Europan, pour aller chercher des situations de projet et des contextes de projet, et essayer
les pousser à bout. Mais on peut comprendre que ce n'est pas forcément aussi des projets que l'on peut répliquer facilement. Parce qu'il y avait eu aussi des adaptations réglementaires. Hein, le PLU avait été modifié. Enfin, c'est ça, oui, je crois que ça les a marqués. Enfin, ça se voit un petit peu, je crois, sur l'image. Il y avait des questions de sens de pente des toits qui étaient un peu compliquées. On était à cheval sur 2 zonages de protection des monuments historiques, de patrimoine et monuments historiques. Donc il y a eu, et je crois que moi c'est ce que j'ai entendu dans les témoignages qu'il avait pu faire, c'est que effectivement il a fallu faire une négociation, mais ce qui a permis le projet, c'est aussi que l'idée c'était de trouver des solutions pragmatiques, mais qui satisfassent un petit peu tout le monde. Apparemment, bon, ça s'est fait. Hein. C'était un petit peu ça, puisqu'il y avait effectivement une superposition de contraintes et il faut le temps pour. Apparemment, la leçon c'est ça. Hein, il faut le temps pour. Il faut le temps pour gérer toutes ces contraintes, oui. Mais c'est faisable. Ok. Et déjà à l'époque, hein, c'était ils sont toujours étiquette énergétique C et D, ce qui était c'est des logements de 20 ans quand même. Hein, c'est pas mal. Hein. Ouais. Donc c'était une qualité aussi de construction assez remarquable. Mais je crois qu'aussi l'impact de l'architecte des monuments historiques, enfin il y avait énormément de choses à conserver. Merci beaucoup Armelle Tauzé de vous être livré à cet exercice sans l'architecte et d'avoir porté les 2 voix. Je vous laisse regagner votre place. Merci, merci encore. On va passer à un autre projet, hein, vous expliquer... maintenant, on va s'intéresser à 7 logements dans la ville des Nantes, un lotissement Beau Soleil. Et j'appelle Frédéric Martinet, architecte de l'opération avec l'agence FMAU, qui lui aussi était par ailleurs lauréat d'Europan, mais pas en France, puis c'était en Suisse. En Suisse. Et Frédéric, donc maître d'œuvre de cette opération. Là, il y a la fiche de l'opération, mais on peut je vais vous laisser le soin de passer les images, puisque c'est quand même un peu votre projet. Droite, gauche, voilà. Donc, là, on revient en arrière, et à droite, on va en avant. En quoi consiste ce projet dont l'organisation spatiale rappelle plutôt l'imbrication d'un bâti de cœur de village que les projets qu'on pourrait... classiquement voir aujourd'hui de maisons groupées ou maisons en bande. Là, on voit que clairement, on n'est pas là-dedans. Enfin, là, on ne le voit pas, mais on va le découvrir. Comment c'est organisé et aussi dans quel contexte? Parce que le contexte de la commande, il est toujours intéressant à interroger, parce qu'il est aussi au cœur du démarrage et de la faculté de pouvoir faire ou pas certaines choses. Alors, le hasard des choses fait que Thibaut Babled a été un de mes profs à l'école de Clermont-Ferrand, puis un collègue quand je me suis mis à enseigner à Paris-la-Villette. Donc c'est un ami, et en fin de compte, le projet de Saintes est un projet, en fait, à l'échelle européenne majeur, et qui revient régulièrement comme exemple dans de nombreuses villes et dans de nombreux séminaires. Donc c'est très bien qu'il soit sur le territoire. Le projet qu'on vient de voir. Le projet de Thibaut Babled, c'est une référence en fait qu'on a la chance d'avoir sur ce territoire. Donc si vous ne l'avez pas visité, je vous invite vraiment à aller le voir. Il est exemplaire à plein de niveaux. Et donc forcément, quand on a cette commande pour l'Office public de l'habitat de l'agglomération de La Rochelle, qui est un concours d'architecture mais sans esquisse, sur remise d'offres économique, on voit cette parcelle, on voit tout de suite le village des Nantes qui est autour, qui est une petite commune, mais de l'agglomération rochelaise. Et ce qui avec une très très belle église du XIIe siècle, à côté de la mer, on parlait juste avant là, de la submersion et de l'évolution du trait de côte. Et c'est un projet qui a une singularité par rapport à ce maître d'ouvrage qui, d'ordinaire, travaille donc majoritairement à La Rochelle. Et au moment où ils font appel, où ils organisent ce concours et au moment où on l'emporte, c'est un peu une sorte de projet de niche pour eux, puisque d'ordinaire, les projets de maisons qui sont portés par l'OPH sont souvent plutôt des maisons faubouriennes, donc de la parcelle de 5-6 mètres de large, démultipliée par bande de 10, 20, etc. Et là, on est dans un village.
Donc, on travaille dans le programme, on a un plan de géomètre. C'est à la sortie du village, juste après les champs. Donc, alors, ça pose plein de questions, c'est-à-dire que c'est un lotissement qui est construit sur un champ. Donc, ça pose évidemment cette question-là de qu'est-ce que c'est que construire sur un champ, une terre ultra fertile, et de construire des logements sur une terre fertile. Donc, ça pose déjà plein de questions, même pour nous. Et l'autre élément, c'est le géomètre. En fait, c'était un géomètre qui avait fait le lotissement et il avait dessiné des maisons en bande. Donc, en fait, une logique faubourienne qui n'existe absolument pas dans le paysage cette ruralité ou de cette zone périurbaine. Et du coup, dans la proposition, peut-être qu'on peut montrer le plan masse. On peut illustrer tout ça là. C'est un coup de poker. On dit, en fait, non, le plan de géomètre est pas à sa place. Enfin, c'est hors sol, quoi. Ça correspond pas à cette commune-là. Et on explique qu'en fait, a priori, il vaut mieux travailler sur la logique d'un hameau. Donc on dit, si on est à la campagne, tout ça, on dit, on va vous faire un hameau. Et ça passe. Bon, une fois qu'on a annoncé ça, quelles sont les qualités du hameau? Les qualités du hameau, tout à l'heure, on parlait de, je crois que c'était vous, monsieur, la densité désirable. Et donc se pose la question, puisqu'on est sur une parcelle qui fait 795 mètres carrés, on doit construire 7 logements et on est sur une surface habitable de 595 mètres carrés. Donc on est, par rapport à la réalisation de Thibaut juste avant, on est à peu près sur le même nombre de logements à l'hectare. Donc on est sur une densité équivalente. On est à peu près 2 fois plus dense, voire 3 fois plus dense que le reste du lotissement en étalement pavillonnaire en sprawling. Que l'on voit ici, là. Que l'on voit à côté. Et donc ça c'est la commande. Donc on abat un petit peu le logiciel Excel de l'OPH, parce que forcément ça oblige à remanier tous les métriques, et on propose ce projet qui arrive à rentrer dans le budget et dans une orientation. Donc le contexte de la commande, c'est une proposition qui vient détourner, qui vient dépasser ce qui avait été envisagé. Et la demande est acceptée parce que finalement vous prouvez que économiquement, parce que c'est quand même ça le juge de tout projet, économiquement c'est possible. Il y avait également des questions comme beaucoup dans ce département, de secteurs protégés. Dans quelle mesure ça a aussi joué le fait d'être dans un secteur protégé? Et on voit aussi des implantations de maisons et puis aussi des formes qui sont peu communes. Pourquoi ces types d'implantations et quel est l'impact aussi? On parle souvent des contraintes patrimoniales qui viennent peser sur les projets. Est-ce que ça peut servir aussi les projets? Tout à l'heure, je ne sais pas si dans les présentations au tout début, il y a un acteur, le CAE est un acteur qui fait un énorme travail aussi d'accompagnement des collectivités sur la pédagogie, sur l'architecture. Nous, on est à l'agence FMAU, on est amoureux des architectes des bâtiments de France. En fait, pour nous, ce sont nos plus fidèles alliés, ce sont des gens sur lesquels, en fait, c'est des équipes incroyables qui font un travail incroyable. Et il suffit d'aller dans n'importe quel pays qui n'a pas ce système. En fait, on ne s'en rend pas compte quand on est... parce qu'on a la chance d'avoir tous ces organismes, PAUE, UDAP et tous les services de l'État. Il suffit de franchir des frontières où il n'y a pas tous ces dispositifs et de voir le carnage que c'est. Donc, on parlait du millefeuille administratif, on parlait de la lenteur. Nous, à l'agence, on considère ça comme des opportunités, comme des forces. Et en fait, c'est plutôt très stimulant intellectuellement pour porter des projets justement un petit peu ambigus. Et là, dans ce projet précis, on avait donc l'église Sainte-Marie du XIIe siècle qui est juste à côté, et donc on a présenté une maquette à l'UDAP et qui a abondé en fait la réflexion qu'on proposait de l'implantation très spécifique justement de ces petites maisons en équerre, et puis peut-être qu'on va en discuter un petit peu après. On peut en parler. Voilà. Donc vous voyez ces petites maisons. Donc les plans peut-être un peu les yeux. Alors ça c'est le plan masse. Je propose d'aller directement, le plan masse, on va aller directement sur les plans. Peut-être parce que je crois que le plan est juste après. Voilà. Je ne sais pas si on voit clairement avec la résolution. Oui, a priori vous voyez bien. Oui. On voit bien. Ouais. Donc voilà. Donc vous avez 7 maisons qui sont en équerre et le nord est en haut sur les plans. En fait, assez simplement, l'orientation elle est pour une raison très simple. Elle est climatique. La pluie, le vent, le soleil et l'air.
C'est-à-dire qu'on a orienté ces maisons pour les protéger des pluies du sud et de l'ouest. On a implanté le projet pour protéger des couloirs de vent et pour bénéficier des apports thermiques. Parce qu'évidemment, les bâtiments font 5 mètres 65 maximum d'épais. Donc le bureau d'études fluides a eu une sorte d'attaque cardiaque quand on lui a présenté le projet pour ses calculs de déperdition linéique. Mais en fait, les logements ont une très très bonne inertie et une très bonne qualité d'inertie thermique. On parlait des conforts d'été et en confort d'hiver. Et à travers cette implantation, l'autre élément qu'on devine possiblement plus, je pense sur une des vues, c'est que à la différence des maisons faubouriennes, donc celles à un étage où toutes les jambes comme ça sont en randonnion, quand vous êtes à l'étage, vous avez une vue sur le jardin de votre voisin. Donc c'est-à-dire que comme on est en bord de mer et qu'il fait beau, généralement, on aime bien bronzer sur ce truc. Et là, en fait, tout le projet a été implanté pour que précisément vous puissiez bronzer nu sans que votre voisin vous voie depuis son étage. Voilà. Donc c'est ce qui explique cette répétition. Et pour autant, les 7 maisons sont toutes différentes dans leur forme. On a les typologies, donc vous avez du T4, du T3 et du T2. Et par rapport à l'occupation, donc ça a été livré en 2018. Et en fait, on a eu très très peu de turnover. Il n'y a eu que 2 locataires qui sont partis. Et les autres, pour tout vous dire, j'étais hier dans l'opération pour visiter, rencontrer les habitants. Et puis on a refait un shooting 3 ans après. Parce qu'on aime bien en fait revenir sur nos opérations longtemps après pour voir un peu comment elles sont habitées. Et on a reçu un très bon accueil. Les locataires sont contents. C'est vrai qu'il y a une espèce d'intimité, de protection des espaces extérieurs. Et alors après, donc dans les paramètres un petit peu singuliers de ce projet, alors on va passer, je vais vous montrer l'intérieur, parce qu'en fait c'est surtout ça qui nous... Voilà. Donc ça c'est les jardins, donc ça c'était 2 ans après l'emménagement, donc on a une espèce d'investissement total des logements. Et en fait cette géométrie de toiture, donc on a réussi, on a fait de la vraie tuile tige de botte traditionnelle avec une finition, les murs sont à la chaux et pas c'est un enduit monocouche avec des baguettes, on est vraiment sur du matériau durable, parce qu'on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui parlait du coût du logement. Je fais un aparté, je suis désolé. La question du coût du logement, elle est singulièrement liée à des questions, en fait, que ce soit pour un bailleur social, pour un particulier, pour un opérateur privé, elle est liée aux questions de délai d'emprunt. La question du coût du logement, en fait, c'est la durée d'un emprunt immobilier. Sauf qu'une bâtisse, elle vit bien au-delà de 20 ans, ou de 15 ans, ou de 10 ans, ou de 40 ans dans le cas d'un bailleur social. Et en fin de compte, le tempo du coût du logement, il est dicté par la durée de l'emprunt immobilier. Donc en fait, c'est les banques qui ont les clés. On pourrait augmenter, on parle aujourd'hui du coût de la décarbonation d'une architecture qui coûte un petit peu plus cher, il faut être honnête, mais c'est simplement que on ne prend pas en compte dans les paramètres, dans le coût réel du logement, on ne prend pas son coût carbone, on ne prend pas sa pérennité et son cycle de vie complet. Et en fait, ça ne vient pas de moi, hein, c'est idéal. On parle, tous les acteurs un peu sérieux, les chercheurs en parlent. Il y a pas mal de littérature, mais c'est un vrai sujet. Donc la question du coût du logement, est-ce qu'un logement est cher ou est-ce qu'un logement est onéreux? Et ce champ, cette différence sémantique joue considérablement. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen de financer la bonification en termes de carbone et de durabilité du logement, ce que ne peuvent pas financer ni certains opérateurs, ni les ménages. Aujourd'hui, on est sur un problème de financement, c'est pas tant la durée, c'est qu'il y a un gap, il y a un truc à financer qu'on n'arrive pas encore à financer. Voilà, c'est un calcul global et les travaux d'idéal sont assez complets, assez exhaustifs à ce sujet-là, notamment. L'idéal que je citais tout à l'heure, tout à fait se référer aux travaux d'idéal, c'est très intéressant. Une petite particularité aussi de ces logements, Frédéric, c'est que quasiment aucun logement n'est pareil, les pièces ne sont pas pareilles. Il y en a certains architectes talentueux ou talentueuses, notamment, qui travaillent sur un systématisme, mais là, au contraire, c'est vraiment chaque logement a sa spécificité. Oui, et les plans, donc vous l'avez vu, il y a une base commune et après tous les plans sont très différents, ce qui fait qu'il y a à chaque fois des petites subtilités, ce qui fait qu'un voisin qui est chez notre voisin ne retrouve pas le même logement que
que le sien. Et donc l'exploitation des volumes des rampants en fait permet d'avoir aussi de penser en mètres cubes, ce qui fait que par rapport à un plan on va dire du copier-coller où tous les étages se ressemblent, en fait sur cette typologie-là, l'avantage c'est que vous avez en fait du volume en plus dans votre logement, ce qui fait que c'est tout bête, mais quand il fait chaud, le volume a tendance à monter, donc ça veut dire que le rampant il fait un peu plus frais en bas et l'air chaud va sous le rampant. C'est tout bête, mais pour du logement social, en fait c'est très rare, et du logement neuf, c'est assez rare aussi. Alors là, c'est du logement intermédiaire, hein, je crois. Il est totalement social. C'est du logement social. Ah non, c'est du logement social, locatif et social. Ok, très bien. Merci beaucoup Frédéric Martinet pour s'être prêté à cet exercice difficile de présenter ce projet. Hein, il y avait d'autres images, voilà. Et on passe à un autre projet. Oui, c'est, j'appelle Loïc Girard, maire de Gémozac, et Mélanie Faugoin de l'agence Alterlab. Monsieur Girard, venez me rejoindre. Elle est où, Mélanie? Elle est là. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Ça, c'est la carte que vous avez préparée tout à l'heure. C'est le CAUE qui l'a fait. Hein? Ah bah oui, boss. Oui, non? Pourquoi vous aviez des doutes? Monsieur le maire de Gémozac, je vais d'abord lui donner la parole parce que, hein, si vous le permettez, chère Madame l'architecte, parce que ce projet, il a été rendu possible, enfin ces projets, puisqu'on va avoir 2 projets de votre commune, ils ont été rendus possibles parce qu'il y a eu une politique, on parlait tout à l'heure de problématique du foncier qui étaient des enjeux qui apparaissaient extrêmement importants pour les maires, mais parce que vous avez, quand vous avez pris les rênes de votre commune, mis en place assez rapidement une politique de maîtrise foncière. Est-ce qu'on peut revenir, parce que c'est un peu la base de tout, on voit des communes, commune de Rennes aussi, qui est très connue pour sa vision de maîtrise foncière depuis très longtemps. On le sait moins, qu'il y a aussi des communes plus petites qui ont pris soin de constituer un patrimoine foncier pour pouvoir agir. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce que vous avez fait et aujourd'hui aussi qu'est-ce que ça permet? On le verra tout à l'heure, mais qu'est-ce que ça vous permet aussi, même économiquement parlant? Alors, je crois qu'il y a 2 opérations qui vont être présentées. Une, effectivement, qui a été réalisée récemment avec une résidence accueil. Et puis, je crois qu'il y a Franck Gassel, je pense, qui interviendra aussi tout à l'heure pour des opérations qui sont un peu plus anciennes et qui sont faites dans la durée. Et donc, en 2001, moi, j'ai hérité d'une commune qui était dans le réseau d'alerte du ministère des Finances, donc des finances plus que contraintes. Et il y avait du patrimoine qui avait été acheté ou des choses engagées les années précédentes. On avait un bâti ancien, très compliqué à rénover, mais qui était dans le centre-bourg, et on avait l'obligation de faire quelque chose. Et ce qui était une contrainte, on a essayé effectivement d'en faire un moteur, et on a emprunté pour pouvoir réaliser des commerces et du logement. Il n'y avait pas la même tension qu'il y a aujourd'hui, y compris sur nos communes rurales, mais en fait, c'était aussi un moyen de réhabiliter du bâti de qualité dans le centre-bourg, et aussi de penser à assurer des recettes pérennes et pas dépendre uniquement des dotations ou des recettes fiscales pour assurer aussi l'avenir de la commune. Et donc, il y avait déjà des logements communaux, enfin, il y avait déjà une tradition dans la commune. Non, il y avait un seul logement communal, et les anciens logements de fonction des instituteurs avaient été transformés plutôt pour des usages de services publics. Et c'est facile, enfin, vous arrivez, vous êtes maire en 2001. Bon, vous redressez les comptes, vous fermez certains robinets et peut-être vous en ouvrez d'autres à la place. Mais et là, vous vous dites tout de suite, en fait, il faut que je mette en place des mécanismes qui permettront à la commune d'avoir de l'argent et que je réhabilite des logements. Mais on voyait que tout à l'heure, avec l'étude dont j'ai rappelé la synthèse, la complexité aussi, la difficulté. Enfin, comment on fait? Enfin, vous étiez formé pour ça? Enfin, comment vous êtes devenu en quelques années quelqu'un qui a produit, réhabilité? Enfin, je veux dire, expliquez-nous, parce qu'il y a peut-être des maires dans la salle que ça intéresse de savoir comment finalement, juste en décidant qu'on va réhabiliter, qu'on va produire des choses, qu'on va se constituer un patrimoine, on fait comment? Alors, on n'est pas plus intelligent que les autres. Il y a d'autres maires dans la salle que je connais qui ont déjà fait ça aussi sur leur commune, alors peut-être à plus petite échelle. Mais c'est vrai qu'actuellement, on gère en direct une cinquantaine de logements locatifs, hein, dont 7 sociaux, plus après d'autres logements qu'on a créés pour faire une résidence accueil, on en parlera tout à l'heure, ou aussi des
des logements qui relèvent du logement social pour un foyer logement pour les personnes en situation de handicap. Donc on a environ 80, on en parlera tout à l'heure. Voilà, on en parlera, mais on a environ plus de 80 logements effectivement qui sont gérés par la commune ou la communauté de communes. Donc on apprend sur le tas. Après, ce qui est compliqué, c'est la gestion locative, parce que c'est vrai que on voit bien que les locataires demandent au bailleur communal des choses qu'ils ne demandent pas à un bailleur privé. Donc effectivement, c'est-à-dire changer les ampoules, par exemple. Ça, effectivement, c'est... Changer les ampoules chez eux ? Oui, c'est une anecdote. Quand vous avez la mamie qui voit passer l'agent des services techniques, tu dis, tiens, tu peux pas me changer l'ampoule. Bon, c'est une anecdote, mais effectivement, ça, c'est l'anecdote plutôt sympathique. Mais effectivement, de temps en temps, il faut un peu cadrer les choses. Donc, certainement qu'on va plus loin que ce qui est fait, y compris par les bailleurs sociaux, parce qu'on a... La CEMIS est intervenue tout à l'heure, mais il y a également des logements qui ont été créés dans 2 immeubles qui ont été achetés par la commune et qui ont été créés par la CEMIS. Je suis sûr que la CEMIS n'a pas les mêmes demandes que la commune peut avoir parce qu'effectivement, on a du monde sur le terrain. Voilà. Donc après, il y avait un besoin de logement, mais effectivement, le moteur aussi, c'était de réhabiliter ce patrimoine, et c'était le logement était un moyen de réhabiliter du patrimoine. Aujourd'hui, on a une autre logique. Tout à l'heure, on parlait de la durée des emprunts. C'était très intéressant ce que vous disiez. Quand on a emprunté sur 20 ans. Aujourd'hui, pour les mêmes types de rénovation, on ne pourrait plus emprunter sur 20 ans parce que les évolutions réglementaires, mais aussi le coût de construction qui ont évolué. Et puis aussi, on était à une époque où la Commission européenne avait autorisé les pays qui le souhaitaient à appliquer un taux réduit de TVA, c'est-à-dire qu'on était à 20,6 à l'époque, on pouvait avoir un taux de 5,5 si on était dans du logement. Donc ça a facilité aussi les choses. Vous étiez à moins de 15% en termes de coûts de production. Et donc aujourd'hui, ça c'était il y a une vingtaine d'années, donc aujourd'hui vous êtes à la tête d'un parc immobilier de 86 logements, c'est ça ? Là il y a 86 logements, plus des locaux professionnels, donc tout confondu, ça représente environ 550 000 euros de recettes de loyer. Donc avec effectivement les chutes d'emprunt, ce qui fait que dans 3 ans, on aura 400 000 sur ces 550 000 euros de loyer, on a 400 000 effectivement qui peuvent être investis. Et 400 000, c'est beaucoup dans votre budget, dans le budget de votre commune, parce que vous avez quoi, 2000 actuellement, alors comme on a souffert effectivement en 2001, c'est peut-être pour ça d'ailleurs, Dominique, que je suis très attaché à la prospective financière. Et en tous les cas, ça nous amène effectivement à avoir des charges effectivement qui sont moins importantes que la moyenne. Et on a une capacité d'autofinancement net actuellement d'environ 800 000 euros. Donc c'est vrai que si on dégage encore 300 000 euros de plus, ça sera très significatif, mais qui sera probablement... il servira certainement à se réendetter pour d'autres opérations de logement, notamment. Ok, donc vous avez quand même produit maintenant une richesse récurrente et qui ne va faire qu'augmenter au fur et à mesure que les emprunts tomberont. Bon, il faudra quand même penser à rénover de temps en temps et à changer peut-être de temps en temps les ampoules, mais sinon vous êtes parti, vous êtes sur sur une bonne logique. Merci pour ce témoignage parce que c'est important effectivement. Et je ne sais plus qui me disait que vous aviez un petit peu aussi fait école autour de chez vous, et que c'était pas forcément des choses que l'on voyait, cette réhabilitation aussi, je veux dire, aussi, non pas systématique, mais en tout cas à cette échelle-là, dans les communes de votre taille. Voilà, on m'a dit ça. Je vous dirai pas qui, mais on m'a dit ça. Merci beaucoup. Mélanie Faucoin, vous êtes l'architecte d'une des opérations, donc de cette opération, c'est 22 logements, donc la résidence Emmanuel. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu quels sont les principes qui ont présidé à l'organisation alors ça c'était... ah oui non, ça c'était c'est le projet de tout à l'heure. Il est avec Franck Gassel. Oui, il est où Franck Gassel? Il est là. On zappe là et on reviendra. D'accord. Ou alors vous venez maintenant. Allez, venez Franck. Voilà, comme ça on sera plus. Je voulais faire projet après projet, mais j'avais pas noté que votre projet était en premier. Alors. On va parler de ce premier projet. Donc, Monsieur le maire, Loïc Girard en parlait. Là, c'était un des premiers projets. Donc, c'était il y a 20 ans, ça, ce projet. Ouais, ça rajeunit pas. Plus de 20 ans, ça ne rajeunit personne. Et c'était donc un hôtel-restaurant avec également d'autres bâtis. Qui était d'une propriété privée avant, non? Oui. Et qui était dans un état vraiment pitoyable. Pitoyable, c'est-à-dire? Limite ruine, quoi. Enfin, c'était vraiment, je me rappelle le chantier déjà de curage, parce que c'était pas un chantier de démolition, vraiment de curage intérieur. On a vraiment eu peur de ne pas pouvoir garder une bonne partie du bâtiment, quoi. C'était assez effrayant.
C'était Mais fermé, c'était un fermé, des là. premiers projets, oui, et en plus il donne sur la place de la mairie, juste pas loin de l'église. C'est quand même une figure de proue et ce genre de projet, ça n'aurait pas pu être rénové par un fonds privé, je pense pas. L'achat, le faire fonctionner un restaurant avec un hôtel dans une commune comme Gémozac, je pense pas que sans une initiative publique, ça aurait pu voir le jour. Alors que c'est un emplacement quand même stratégique. Donc là, j'ai pas énormément de choses à dire au niveau architectural, parce que là, le rôle de l'architecte, c'est d'être humble, de bien respecter aussi, d'avoir la conviction qu'il faut respecter des choses des bâtiments patrimoniaux, les techniques, la pierre, les menuiseries. Je me rappelle, là, je vois là, la grande baie avec l'anse de panier qui était complètement en ruine aussi, qu'il a fallu complètement la reconstruire, faire une grande menuiserie en bois, tout ça sur mesure. Il y a un tissu aussi sur Gémozac d'entreprises du bâtiment que tous mes confrères ici connaissent, hein, beaucoup d'entreprises. C'est assez étonnant d'ailleurs, on travaille beaucoup avec toutes ces entreprises du bassin de Gémozac. Et il y a un vrai savoir-faire et c'est des chantiers très très agréables. Donc, que des beaux matériaux, le respect du patrimoine. Les logements, c'est essentiellement du T2, T3. Je regardais, effectivement, il y a un T5, ce qui est même très rare aujourd'hui. Je ne sais pas comment évoluer ce T5. C'est un logement de fonction. Voilà. Donc beaucoup de T2, T3 en cœur de village, donc densification, mixité sociale, proximité avec les commerces. Ça n'a que des avantages. Mais là encore, tout ce que je dis, c'est des arguments presque politiques que Loïc Gérard a pris. Moi, je me suis juste inscrit là-dedans de façon très humble et presque, pas que technique, mais presque. Il y a eu tout un travail aussi sur les espaces publics, là, visiblement. Oui, mais là aussi, ce sont des liaisons, un petit peu comme dans les îlots à Saintes avec les Venelles. C'est les cheminements qui existaient déjà, qu'on souligne un petit peu, mais rien d'extraordinaire, surtout pas quelque chose d'extraordinaire, justement, quoi. Oui. Alors, il y a une photo qui est intéressante, c'est pas celle-ci, encore une autre, encore. Voilà. Par exemple, là, quand j'ai vu les photos, je me suis dit, je vais devoir parler de 2 projets. Parce qu'à chaque fois, du coup, qu'on monte et qu'on regarde, je vois un autre projet qu'on a fait. Par exemple, le gros bâtiment qui est là-bas au fond, c'est une autre opération, c'était une école. Donc après avoir agrandi l'école, tous les enfants qui étaient là sont partis dans un groupe scolaire unique. Et donc ce bâtiment, là aussi, on l'a rénové. Et au rez-de-chaussée, c'était des commerces. La cour d'école est devenue une place. Il y a des commerces et quelques logements au-dessus. Donc à chaque fois comme ça, alors je vois au taquin en fait dans la commune, il y a eu plein de rénovations et à chaque fois du très beau patrimoine aussi, très beau patrimoine qui est sauvegardé. Et je me rends compte qu'en fait c'est ces bâtiments-là, là je vois ça fait 20 ans, je pense que ça a bien vieilli. J'ai pas vu les logements à l'intérieur, mais extérieurement je trouve que ça a bien vieilli. Presque un peu plus que d'autres rénovations qu'il y a eu après sur du bâtiment plus années 70-80, qui au bout de 15 ans vieillissent déjà un petit peu moins bien. Donc ça fait penser à notre thérapeute de tout à l'heure, avec ses courbes. John Maximus. Voilà. Et bien, suivant le type d'habitat et suivant la qualité patrimoniale du départ, je pense que ces courbes ne sont pas tout à fait les mêmes. Et la fréquence n'est pas tout à fait la même non plus. Il y avait une courbe qui se plongeait. Hein. Oui, on en trouve. Hélas, oui, j'ai des exemples. En ce moment, on est en train de travailler avec la CEMI sur une autre commune au nord de Saintes, où là, il y avait un patrimoine qui restait trop longtemps vétuste. Et on n'a pas pu, c'était un peu difficile. On était obligé de vraiment tout détruire, de faire une énorme dent creuse en plein milieu d'une belle petite ville aussi, avec un patrimoine extraordinaire. Mais ça, c'est dommage. Merci Franck. Est-ce que le fait aussi d'avoir impulsé cette volonté de réhabiliter des bâtiments anciens, ça a percolé, j'allais dire, c'est ce que les bailleurs, les propriétaires privés ont eux aussi enclenché le mouvement? Oui, alors déjà un point important, ce qui a initié la réflexion aussi, c'était un plan de référence qui avait été fait effectivement par contre pour le coup en 99 et qui a permis d'alimenter la réflexion des élus. Et même si tout n'était pas à prendre, ça nous a fortement inspiré, notamment pour maîtriser du foncier
faire de la démolition aussi, parce que il y a quand même les zones piétonnes, elles ont quand même été créées parce qu'il a fallu démolir, acheter des propriétés pour récupérer. On a acheté une maison, pas la maison ne nous intéressait pas, mais le jardin qui était déconnecté nous intéressait pour créer du stationnement. Le garage, on l'a percé pour faire une liaison piétonne. Voilà, donc on a aussi réinventé des choses. Et c'est vrai que le fait que la commune se mette à améliorer le bâti, et notamment dans toutes ces façades sur rue de qualité. Il y a eu un effet d'entraînement chez les particuliers, notamment avec une opération qui s'appelait Village de caractère, où aussi les particuliers pouvaient avoir un peu de financement, mais ça remonte à longtemps, c'est un peu de la région aussi, en partenariat avec les bâtiments de France, pour réhabiliter ce bâti de qualité. Il y a eu un effet d'entraînement et d'embellissement de l'ensemble du bourg ancien. Il y a un effet aussi exemplarité. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais, ça marche pas en management, mais ça marche nulle part en fait. Même pour un maire, ça marche certainement pas non plus. Donc là, c'est quand même important parce on est dans un secteur sauvegardé et pour tous les particuliers, et à un moment donné, il faut être exemplaire. Il faut se mettre à niveau aussi. Il y a aussi ça qui a pu jouer aussi. La qualité des logements, enfin la qualité de la rénovation qui a aussi oui, alors il y a eu un deuxième impact, effectivement. Il y a eu un deuxième impact effectivement sur les propriétaires privés qui étaient plutôt des propriétaires des particuliers qui ne faisaient pas trop d'efforts sur la qualité des logements, notamment sur l'isolation, sur les techniques de chauffage. Et quand ils ont vu commencer à voir leurs locataires migrer vers le parc communal, ils se sont mis à faire des travaux de rénovation, et donc il y a une petite montée, un nivellement par le haut quand même des logements qui s'est fait aussi dans le centre-bourg. Merci. On va passer à un second projet de votre commune. Donc c'est un projet mixte avec 22 logements, dont une résidence accueil pour un public spécialisé. Vous allez nous expliquer tout ça, mais Mélanie Faucoin, donc c'est quoi les principes de ce projet là? Donc on voit une partie, on va peut-être mettre une image de. Ça c'est l'image du. Voilà. Attendez. Ouais, je pense qu'elle était pas mal. Elle était bien la première ou celle-ci? Celle-ci, vous voulez, on laisse celle-là? Celle-ci pour commencer, ouais, je pense Allez, que c'est bien. on vous écoute. Donc là, on peut peut-être parler à deux voix parce que l'initiative. Oui, alors peut-être, l'origine du projet, et puis après, je laisserai parler sur le projet architectural, puisqu'il y a eu un concours d'architectes sur ce projet-là. En fait, on est sur le site de un ancien site de la coopérative agricole régionale, la grosse coopérative régionale. Là, pareil, vous rachetez? Voilà, donc c'était en 2011. On ne savait pas ce qu'on en ferait, mais on savait qu'il fallait que ce soit sous maîtrise publique. Donc on a une gestion un peu soviétique du foncier sur la commune. Donc dès qu'il y a quelque chose, on met la main dessus, on verra après ce qu'on en fait, et éviter alors je suis sûr qu'il y a des promoteurs dans la salle, mais on évite de laisser la main aux promoteurs. Voilà, on veut avoir la maîtrise du rythme de développement pour pas subir aussi au niveau des équipements publics. Mais voilà, il y avait 8000 m² juste à côté de l'ancienne gare, à côté du collège, des commerces, on pouvait pas laisser passer ça. Donc un peu de négociation, mais voilà, ça s'est plutôt bien passé. Mais voilà, c'était avec des silos, des cuves. Voilà. C'est la commune qui rachète, ou là, à ce moment-là, c'est la commune qui achète, parce qu'on s'était quand même refait une petite santé financière. C'est la commune qui achète. Quelques années après, on a pu acheter 2000 m² à côté, donc on maîtrisait 1 hectare. Et puis on a sur un partenaire important sur la commune, qui est l'association Emmanuel, dont le siège social est à Châtellerault, mais voilà, qui a hérité il y a longtemps, comme quoi les hasards, on sait où ça commence, on ne sait pas où ça se termine. Ils ont hérité d'une propriété en donation, propriété agricole sur la commune. Ils ont créé un ESAT, et on avait déjà créé un foyer logement avec eux. On a construit sur le site de l'ancienne gendarmerie, et 8 logements pour eux, qui leur sont dédiés, pour accueillir des travailleurs de l'ESAT. Et donc on est toujours en échange avec l'équipe dirigeante de l'association, en particulier son directeur général et sa présidente. Et on a dit, voilà, si un jour vous avez des projets, pourquoi pas. Et il y a un appel à projet de l'État pour des résidences accueil, donc pour accueillir des personnes en situation de handicap psychique. Bon, il est clair que les communes ne se bousculent pas forcément pour accueillir ce type d'équipement. On a visité ce qui existe à Rochefort. Et il y en a une je crois, qui a été construite par le bailleur social. Hein. Et voilà, donc ça permet de démystifier les choses. En plus, sur Rochefort, c'est vraiment dans le centre-ville, dans la ville, et donc ça donnait envie, voilà, d'aller dans ce projet-là. Et donc, en principe, ce sont des projets. Parce que là, on est en cœur de ville chez vous, là. Ben, disons qu'on est un petit peu, on est en continuité avec le bourg. Hein. Là, les personnes qui habitent peuvent aller faire leurs courses à pied, aussi bien dans les commerces du centre-bourg qu'au supermarché. Le collège et l'école sont accessibles à pied sans difficulté. Et donc, on a proposé ce foncier à l'association Emmanuel. Donc, c'est la communauté de communes qui a construit, qui a financé
financé, enfin, qui a été un petit emprunt. Je ne sais pas, le directeur de la Banque des Territoires est toujours là. Ouais. Voilà. Donc on a fait un petit emprunt auprès de la Banque des Territoires. Alors sachant que quand on a commencé le projet, quand on a eu le projet en tête, le taux de livret A était à 0,5, il est passé à 3 en cours de route. Donc ça rebaisse un petit peu. Il y est pour rien, le directeur de la Banque des Territoires. Mais la question du financement est très importante, je le dis aussi. Je le dis aussi, il y a la Banque des Territoires, mais qui ne peut pas tout financer, n'est-ce pas, monsieur le directeur? Donc c'est vrai que la commune a fait le choix, il y a quelques années, d'adhérer à l'Agence France Locale, qui est une banque créée par les collectivités pour les collectivités. L'Agence France Locale, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Tous les maires ici présents connaissent, visiblement? Je ne sais pas s'ils connaissent tous, en tous les cas je fais un peu de prosélytisme, parce qu'en fait c'est quand il y a eu la crise d'accès au crédit pour les collectivités, il y a eu cette réflexion qui a été initiée par l'Association des maires de France, et aujourd'hui effectivement les collectivités ont le choix entre un acteur important qui est la Banque des Territoires, mais qui ne finance pas tout, et puis après avec des taux bien souvent indexés sur le livret A, et donc parfois ça peut rassurer les maires aussi d'avoir du taux fixe. Donc il y a les banques classiques, mais on a connu une époque aussi où les banques ne faisaient pas d'offres de prêt, y compris les banques avec lesquelles on travaillait habituellement, ou nous faisaient des propositions qui n'étaient pas acceptables. Donc aujourd'hui, on s'est garanti de ça, on sait qu'effectivement, on n'aura pas de problème d'accès au crédit pour financer tous les projets sur la collectivité. Voilà, donc il y avait ce projet de résidence accueil, et par rapport aux besoins de foncier, on pouvait aussi compléter l'opération avec 6 logements de droit commun. Ok, qui sont des logements communaux? Communautaires, de la communauté de communes. De la communauté de Donc communes. là, c'est géré par la communauté de communes. Géré par la communauté de communes. Revenons au projet, donc, si vous le voulez bien. Donc on voit l'implantation, donc en haut, on a... Donc pour contextualiser un petit peu les choses, on est effectivement sur la lisière nord de la commune, mais en continuité complète du bourg. Au sud, on a de la maison individuelle. À droite aussi, un lotissement qui est assez intéressant. Et puis au nord, on va vers la gare, les voies de chemin de fer, les activités économiques et puis les champs. C'est une opération qui est la première étape d'une opération, la première tranche d'une opération qui est de plus d'ampleur, puisque toute la partie à gauche est destinée aussi à être urbanisée. Donc on avait cet enjeu de créer d'amorcer un nouveau quartier, un nouveau petit quartier, mais un quartier quand même à l'échelle de la commune. Et donc avec en gros deux enjeux, 2 objectifs. Faire en sorte que tous ces logements, donc que ce soit à la fois les logements de la résidence accueil ou les logements de la communauté de communes, aient vraiment un traitement équitable et qu'ils offrent tous le même rapport à la ville, le même rapport à l'espace public. Et puis au sein de la résidence accueil, donc on a des logements mais on a aussi des parties communes. Et là l'enjeu, il était de vraiment travailler sur le rapport de l'intimité et du vivre ensemble, et comment on gérait toute la gradation de j'arrive dans mon logement et je vais jusqu'à mon salon ou ma chambre ou le prolongement vers l'extérieur, la terrasse ou le balcon, et avec une possibilité de sociabilité un peu choisie. C'est une opération qu'on a livrée en 2024, deuxième semestre 2024. On n'a pas encore eu la chance, comme Frédéric en parlait tout à l'heure, de pouvoir revenir sur les lieux et puis de voir un peu le temps qui opère avec la végétation qui pousse. La végétation vient tout juste d'être finie de planter. Donc l'idée, si on revient sur la première diapo, c'était d'avoir... voilà, cette image-là. C'était d'avoir des logements qui soient... séquencés, très individualisés, très singularisés, parce que dans la résidence accueil, on a un programme de 16 logements T2 tous identiques sur le papier. Donc c'était comment ramener de la singularité au sein de chacun des logements, pour reprendre un petit peu l'opération précédente dont parlait Frédéric. On a 20 T2 sur l'opération, mais... par les orientations, les angles, les jeux de vue, finalement, on a essayé d'apporter sur chaque logement presque une petite singularité ou une spécificité. Et comment faire en sorte que les logements communaux aient la même qualité que les logements de la résidence accueil, et qu'on ne stigmatise pas, en tout cas, les logements dédiés à la résidence Emmanuel. Voilà. Peut-être juste sur je ne vais pas m'étendre beaucoup plus. Sur le plan, donc on a la résidence accueil au nord, une venelle qui la sépare des logements communaux qui sont au sud.
la partie des espaces collectifs de la résidence qui sont vraiment au centre de la résidence, donc qui est cette forme géométrique verte, puisque table du concours, on espérait encore pouvoir végétaliser la toiture. On n'a pas pu tout faire. Pas toujours tout faire. Mais en même temps, c'est le moment. C'est la Banque des Territoires qui ne voulait pas donner plus d'argent. C'est la Banque des Territoires qui a refusé le prêt. D'accord. Okay. Mais en même temps, c'est le moment de mettre aussi tous les curseurs au maximum et d'essayer de pousser tout ce qu'on a pu pousser. Et puis au sud de cet espace collectif qui comprend donc une cuisine collective, un salon collectif, les bureaux de l'association, on a un grand jardin qui est orienté plein sud, qui est en fait le jardin et la partie collective qui est vue par le résident quand il entre dans son logement. Donc il est toujours un petit peu sous alors on pourrait dire sous contrôle, mais aussi sous surveillance et avec un œil bienveillant des gens de la résidence. Et puis quand il rentre chez lui, par l'extérieur ou par la coursive à l'étage, et bien ensuite sa partie privée, son salon, elle donne sur la ville, comme les logements communaux, et elle n'est plus à la vue des autres résidents. Donc voilà, il a une intimité choisie. Voilà, avec donc le grand jardin collectif qui permet à l'abri du vent, bien orienté, ensoleillé, bientôt planté, d'avoir des activités collectives pour les résidents. Et puis on a la venelle publique qui passe, donc on a aussi des liaisons entre cet espace collectif et la ville et les circulations de la ville. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à vous trois. Merci Mélanie Faugoin de l'agence Alterlable, Franck Gasset de l'agence MG+, et Loïc Girard, monsieur le maire, pour cette présentation. Merci. Et on arrive au dernier projet, le domaine Coudray et Beaupro à Périgny. Et j'appelle les deux architectes de l'opération, Philippe Vollet, architecte à GDV Architecte, et Valérie Pavio-Thielin, architecte à Cointet et Associés. Voilà, vous avez deux... Ouais, oui, c'est plus sympa, non? Enfin, je sais pas. Valérie, vous voulez vous mettre là? Non? Philippe, vous êtes assise à côté de lui depuis 2 heures, c'est ça? Il y en a un petit peu marre. Alors Philippe, on commence avec vous, je crois, pour parler un petit peu d'implantation. C'est un projet... Il y a beaucoup de logements au total, finalement. Oui, il fonctionne. Oui, on a beaucoup de logements. Juste Bouygues Immobilier, avec qui on a travaillé en tant que promoteur, n'est pas là. Donc je ne vais pas faire mon promoteur, ça ne m'intéresse pas du tout, hein, je suis architecte à la base, mais quand même je voulais juste vous expliquer une chose, c'est que ce projet est issu d'une consultation qui avait été lancée par la ville de Périgny, avec 5 ou 6 groupements, je ne sais plus exactement, promoteurs, architectes, et que l'essentiel du projet, c'était d'avoir une densité, là ça va peut-être plus parler, environ, je crois qu'on est à 65-67 logements à l'hectare, tout en préservant, et ça, ce qu'on va regarder après, c'est côté urbain, une certaine qualité de vie pour les habitants, pour les pérignatiens. Donc là, on a un plan masse. Je vais passer un peu de temps, puis après on fera une balade. Ce qu'on a voulu faire ici, c'est au nord du projet, on a le centre, principalement le centre d'activité de Périgny. Et au sud, on a un bois, le bois de la Minette, qui est super. Ça s'appelle la Minette parce qu'il y a le petit cours d'eau qui est là, mais surtout, il y a un parcours urbain et cyclable. C'est Moulinette, je crois, d'ailleurs, je dis Mélinette. Moulinette. Mais c'est bien aussi. Et il y a un parcours urbain et cyclable qui nous emmène jusqu'à La Rochelle, quasiment, en passant par les marais. On arrive donc sur le canal de Rompsay. Donc, l'idée, c'était quand j'ai travaillé sur ce plan-là, c'était pas de penser aux futurs habitants, je vais choquer tout le monde, mais aux pérignatiens en général. C'est-à-dire que c'est un lieu ouvert, qui sera un lieu supplémentaire, que je voulais faire supplémentaire pour les gens qui habitent déjà à Périgny, et qui permettent d'être très fluides, d'être orientés, ça c'est le bon sens, je pense, sur les collectifs Est-Ouest, et surtout de ne pas créer de barrières visuelles entre ce qui existe déjà, ce qui va exister, et ce potentiel qui est vraiment charmant et chouette, cette petite forêt et ce parcours urbain. Donc on l'a travaillé, pas en tout premier lieu, quand on a fait ce plan masse, c'est là-dessus qu'on a été avec Bouygues, pas du tout que pour les habitants de la place.
Alors il y a deux types de programmes, on Oui. le disait tout à l'heure, il y a de l'accession, il y a aussi du logement social. C'est vous qui vous êtes occupé de la partie de logement social. Valérie, comment vous avez travaillé finalement en termes d'harmonisation du bâti? Parce que chacun, vous Philippe, c'était plutôt à la fois le principe d'installation, le plan masse et l'implantation des bâtis, et vous avez travaillé principalement sur le projet de logements sociaux. Mais c'était quoi? Vous avez travaillé avec les mêmes types d'architecture? Comment vous avez cherché Oui. à... Oui, c'était exactement ça. C'est-à-dire qu'en effet, le plan masse avait été esquissé. Et puis après, il s'agissait en effet de conjuguer un programme de promotion et un programme social, sans forcément stigmatiser en effet les bâtiments sociaux vis-à-vis des bâtiments qui étaient dédiés plutôt à l'achat. Donc en effet, là on voit le plan masse. Je pense que vous ne savez pas où sont les logements sociaux, des logements en accession. Juste, on peut revenir peut-être sur le plan masse. Donc en fait, on voit complètement à droite, on a la rue du Château là, qui passe devant la mairie. Et en fait, les deux bâtiments qui longent la rue du Château sont les bâtiments logements sociaux. Donc il y a 40 logements sociaux sur un total de 96, je crois. Et après, en effet, on a eu tout un échange, tout un langage commun qu'on a mis en place sur les matériaux, sur les élévations, sur les promenades. En effet, on a un seul permis de construire pour nos deux opérations. On a un parking souterrain qui est commun aussi à l'ensemble des bâtiments. Donc en effet, il y a eu vraiment un projet fait à quatre mains. Et puis un seul paysagiste aussi qui s'est occupé de tout l'aménagement extérieur. Et puis même on le voit en toiture, on a tous les deux des toitures végétalisées, on a du photovoltaïque, etc. Donc en effet, il y a vraiment eu une homogénéité d'ensemble pour avoir vraiment une image de quartier qui est cohérent. Et après, on a quand même des identités fortes de chaque côté, avec chacun son écriture architecturale. Donc on voit à droite donc, les bâtiments sociaux, et puis à gauche, c'était les bâtiments de promotion. Et là, en fait... Ouais. Oui, parce que là, ça va un peu vite, je me permets. Alors, il y avait une spécificité qui était intéressante. On parle beaucoup d'environnement. L'environnement, il est bien évidemment urbain. Urbain, c'est construit ou forêt. Et puis, il y a ce qu'on voit ici, un petit canal qui existait auparavant. Ça s'appelait auparavant l'îlot Saint-Louis. Il devait y avoir certainement à une certaine époque un château, un établissement un peu ancien, on va dire. Et il y avait une garde d'eau. Et cette garde d'eau, on l'a restaurée. Parce qu'on a travaillé avec les services compétents pour la restaurer, et ça sert de surverse. C'est-à-dire que pour éviter d'avoir trop de débit, puisqu'on récupère les eaux pluviales sur la moulinette en partie basse, on a une surverse qui se met en eau donc quasiment constamment, et qui permet de réguler et d'organiser le parcours urbain dont je parlais tout à l'heure. C'est une balade urbaine qu'on a voulu offrir. On peut aller se balader avec les diapes, maintenant les salades. Voilà. En fait, ce qu'on a voulu offrir, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour tout le monde. C'est une balade urbaine, c'est un îlot ouvert, mais la nature est hyper présente, de façon maîtrisée. Mais par exemple, sur les rez-de-chaussée, on peut continuer à se balader. Sur les rez-de-chaussée, là voilà. La nature, c'est avec Zéphyr, le paysagiste, qui a fait un gros travail. La nature a bien fonctionné. Ça, c'est une photo. Alors, ça a été livré en 2022, fin 2022. Et cette photo a été prise quasiment il y a un an et demi. Donc, la nature a vite prospéré. Et donc, on voit tous les pieds d'immeubles. On a donc sur les rez-de-chaussée des terrasses pour les habitants. Et grâce à la nature, il y a une mise à distance qui permet à la fois, donc je dis le côté objectif, aux Pyrénéens qui vont faire un footing, qui vont dans le bois, de passer sans remettre trop en cause l'intimité de ces logements. Et puis après, comme on parlait de parcours urbain, de parcs habités, on a essayé de travailler sur des bâtiments très compacts. Ça, c'est pour le côté économie, énergie, compacité. Mais par contre, avec, on en parlait tout à l'heure, mais pour individualiser chaque logement, c'était de trouver de façon contemporaine, d'habiller des balcons. Parce que moi, je pensais beaucoup, en tant qu'urbaniste, à ce qu'on appelle le volume du piéton. C'est-à-dire quand on passe, même si on ne détaille pas toutes les choses, on voit des volumes différents qui vont animer, un peu comme en ville, ou avec des accidents qui vont animer les façades et qui éviteront cet effet trop linéaire. Ça fonce les slides. Donc là, ici, on a une partie aussi qui a été réhabilitée. C'est-à-dire qu'il y avait des longères qui existaient, qu'on a réhabilitées. Et en partie basse, parce qu'on a l'espace boisé classé, on a imaginé des métaphores contemporaines, de longères, bien sûr, pour faire le pendant à ces longères qui étaient réhabilitées, et sur le plan de masse, je finirai,
toute la partie récente en toiture végétalisée avec des matériaux, des substrats écolos, c'est-à-dire que de l'huître avec des poussières d'huître, avec de la terre cuite, etc. Marre de café de chez Braley, enfin bref. Sur la partie gauche, au contact du tissu pavillonnaire, enfin assez ancien qui existe, on est reparti avec une couverture en tuiles. Donc là encore, c'était essayer de trouver de façon assez douce un plan d'urbain, c'est de l'urbanisme avant pour tous, et en particulier à la fois pour ceux qui passent et pour ceux qui y vivent. Voilà. On le voit hein, sur le MAS, vous voyez, sur la partie ouest, au contact. Il est ouvert, complètement ouvert. Et les voitures sont toutes maîtrisées, c'est-à-dire qu'on les met en sous-sol, il y en a un paquet. On a juste une petite place sur l'ouest, on n'a pas pu tout mettre en dessous. Mais tout le reste, tout ce que vous voyez, c'est complètement piéton, vélo, il n'y a pas de déplacement autre. Valérie, vous voulez ajouter quelque chose ? Dans le micro, vous allez le dire. Oh oui, non, je disais juste que du coup, comme les autres opérations qu'on a pu voir, en effet, vu que l'îlot est complètement ouvert, vous pouvez aller vous balader, etc. C'est complètement, il n'y a pas de clôture et en effet, la végétation, même nous sur notre îlot social, en effet, avec le cours d'eau qui passe, bah, ça a permis aussi de mettre à distance les gens, les promeneurs, des premiers locataires qui ont le rez-de-chaussée. Merci beaucoup à vous deux pour cette présentation. Et on arrive à la fin de notre événement. Enfin, à la fin, pas du tout. Il y a un cocktail juste après, là, tout là-bas. Enfin, pas très loin, c'est de l'autre côté. Voilà. Mais Pascal va nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe bientôt, Pascal ? Alors, je vais pas lire la liste parce que je pense que tout le monde veut boire un verre. Mais par contre, ce que je vais... on va afficher, parce que vous avez compris que c'est un point de départ ce soir. Donc, la prochaine étape, je vous invite tous le 8 avril à un ciné-débat à la médiathèque Michel Crépeau qui sera réouverte à La Rochelle autour d'un film qui s'appelle Habitation légère modifiée, qui est une rénovation de Vassal et Lacaton. Donc voilà, et puis sur ces 2 années, on espère, on va avoir une programmation très riche avec des conférences, des séminaires, des visites et des tables rondes, des expositions, des voyages d'études évidemment, aussi vers chez nos voisins. Et puis on espère lancer 2 appels à projets, un sur l'habitat en zone submersible, et puis un autre appel à projet, plutôt avec les professionnels du territoire, sur la densification des bourgs, puisqu'on a parlé de forme urbaine, de densité. Donc voilà. Et puis on accueillera aussi des expositions pour faire de la sensibilisation pour le grand public aussi, et puis tous les enfants, les scolaires, etc. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je vous propose qu'on va les poser autour d'un verre. On puisse les poser autour d'un verre. Je voulais vous préciser qu'on vous a mis à disposition 2 ouvrages. Le premier, c'est le livre du prix ressources qu'on avait lancé en 2023, dans lesquels 2 des opérations qui ont été présentées ce soir sont. Et puis, donc, servez-vous. Et on met aussi à votre disposition un livre sur le jardin des retours par le paysagiste concepteur Bernard Lassus, puisqu'on est à Rochefort. Donc voilà, n'hésitez pas, servez-vous. Et puis on vous attend autour d'un verre pour des discussions informelles et des questions. Merci donc aussi à tous les intervenants qui sont venus aujourd'hui. Oui, merci à tous et à toutes.